Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre ou de rester pour le débat qui suit. Un choix absolument cornélien, fin du monde ou fin du mois. Qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que je préfère boucler mes fins de mois? Est-ce que je préfère payer mon loyer? Est-ce que je préfère payer mon crédit? Rouler avec une voiture au diesel? Ou est-ce que je préfère sauver la planète? Est-ce que c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut poser ce débat? Est-ce que les médias se sont bien emparés de cette problématique? Pour en parler ce soir, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Bonsoir. Bonsoir. Patrick Cohen, journaliste, c'est l'Esprit public sur France Culture, c'est à vous tous les soirs. Et puis derrière moi, par la magie du Wi-Fi, Valérie Masson-Delmotte, chercheuse à Paris-Saclay, coprésidente de 3 rapports du GIEC et membre du Haut Conseil pour le climat. Et vous nous entendez bien? Vous êtes avec nous? Je vous entends parfaitement. Bienvenue dans mon magnifique bureau à l'université Paris-Saclay. Et je suis désolée de ne pas pouvoir être physiquement avec vous, mais la magie d'Internet le permet. Merci et bienvenue. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai recensé hier soir, en regardant le journal de 20h de TF1, les sujets qui nous concernent et qui concernent ce débat. Donc, on a eu un reportage assez vite, vers 20h05, sur l'augmentation du prix du gaz, comment on fait baisser la facture. En Espagne, on a baissé la TVA. On a eu un sujet ensuite sur la pénurie des matériaux de construction. On a ensuite un sujet sur le nouvel Airbus 220, plus léger que les précédents. On enchaîne avec le Mont Blanc qui a perdu 1 mètre. Il y a un an, ensuite, reportage, on retourne dans la vallée de la Roya, puisque la tempête Alex dévastait la vallée. Et puis ensuite, sur l'île de la Palma, aux Canaries, la lave à 1000 degrés plonge dans l'océan. Et on termine avec la chasse au gaspillage au supermarché. Donc là, Laurent Berger, dans un 20h, on a tous les sujets qui nous intéressent finalement. On a la fin du monde et puis on a la fin du mois. C'est assez équilibré finalement. Oui, d'abord, c'est que des sujets importants. C'est que des sujets qui intéressent, donc il n'y a pas, j'ai envie de dire, il n'y a pas de superflu, il n'y a aucun sujet dont on pourrait se dire finalement à quoi bon le traiter. Et il y a des sujets qui parfois rentrent, non pas en contradiction, mais qui rentrent dans le sujet qu'on aborde ce soir de différentes manières. Parce que lorsqu'on veut traiter de la fin du monde et de la fin du mois, la première erreur à éviter, c'est d'essayer de les opposer. Ça ne s'oppose pas. Mais la question de la transition écologique, elle est extrêmement complexe. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'on est sorti des slogans, alors je sais que les slogans, c'est souvent ce qu'il y a de plus facile, une fois qu'on est sorti des slogans, il faut qu'on se dise il y a besoin toujours de se déplacer, mais comment on se déplacera? Et puis, si on ne se déplace pas de la même manière, ça a quelles conséquences pour les travailleurs et les travailleuses concernés? Et donc, ça nécessite un peu de hauteur de vue et d'interconnecter d'une certaine manière un certain nombre de sujets. Et donc ça nécessite de creuser. Enfin, moi je veux prendre un exemple pour ça. C'est quand on parle de la transition dans le secteur automobile, par exemple, eh bien, on peut pas le faire en considérant que la question du moteur thermique serait encore l'avenir. Donc on parle de la question de l'électrique, on pourrait parler aussi d'autres modes d'énergie. Et on sait que ça va avoir des conséquences sur l'emploi, sur les territoires, etc. Et donc l'idée, c'est j'ai envie de dire, c'est d'accepter beaucoup plus de complexité que de simplicité. Parce que tous ces sujets-là, ils sont complexes et ils nécessitent de regarder les choses un peu à la fois avec une vision de transformation écologique absolument nécessaire, mais aussi à hauteur de femmes et d'hommes. C'est ça finalement. Plus que fin du monde ou fin du mois, c'est, et on le voit sur l'énergie, sur le prix de l'énergie, c'est ambition quand même de faire évoluer nos modèles productifs vers davantage de sobriété, notamment carbone, et en même temps, on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe pour les femmes et les hommes. Valérie Masson-Delmotte, quand vous regardez un journal de 20h, comment vous réagissez? Qu'est-ce que ça suscite en vous? Alors, je dois dire la première chose, j'ai 2 jeunes filles,
2 enfants qui sont des jeunes femmes en fait maintenant, et elles ont une aversion totale à regarder le journal de 20 heures, donc c'est quelque chose qui est devenu assez rare. La deuxième chose, c'est que quand je le regarde, ce qui me frappe, c'est d'une part la réelle difficulté pour une personne qui le regarde de connecter ces différents éléments et de situer chaque touche d'actualité de sorte à dégager une image d'ensemble de ce qu'est un climat qui change, de ce qu'en sont les effets, de quelles en sont les causes et comment il est possible d'agir à différentes échelles. Je donne souvent l'image d'un tableau impressionniste. Le journal de 20 heures, le fil d'actualité, c'est comme si on met en accent une tache de lumière, une tache de couleur, on a le nez dessus. Et à mon sens, il manque souvent le fait d'accompagner, de connecter ces différents éléments pour aider la personne qui regarde cette actualité à comprendre comment chaque information s'insère dans ce qu'est le changement climatique et ce qu'en sont les conséquences. Et la deuxième chose, c'est souvent une forme de dissonance cognitive. Alors, ce n'est pas le cas dans ce que vous soulignez hier, mais ça arrive souvent. C'est-à-dire on va avoir une information qui va montrer, par exemple, les vulnérabilités associées à un climat qui change. Et puis, à côté de ça, une information qui va refléter des modes de vie, des modes de consommation qui, en fait, par leur empreinte carbone, contribuent de manière massive à émettre des gaz à effet de serre sans permettre de relier ces deux choses-là. Et puis, le tout encadré de publicité qui souvent promeut des modes de consommation qui contribuent à émettre des gaz à effet de serre. Et donc, ce sont ces deux aspects-là qui me semblent importants, c'est-à-dire la difficulté à aider le téléspectateur ou l'auditeur à situer une information dans l'image d'ensemble. Et la deuxième chose, c'est souvent des éléments qui sont parfois contradictoires et qui peuvent conduire à une forme de dissonance cognitive. Et dans le titre même que vous avez donné à cette table ronde, on le voit. Parce que finalement, quand on met l'accent sur ceux qui ont les revenus les plus contraints, qui peinent à boucler leur fin de mois, on ne met pas non plus l'accent sur ceux qui ont des revenus non contraints et qui contribuent le plus à émettre des gaz à effet de serre qui agissent sur le climat. Et il y a un traitement également de cet aspect-là qui me semble souvent très disproportionné. Patrick Cohen, vous avez construit de très nombreux journaux, notamment pour la matinale de France Inter. Est-ce que cette dissociation cognitive, vous y avez pensé quand vous avez construit les journaux? Est-ce que vous avez eu ça à cœur? Ou est-ce qu'on n'a pas le temps, tout simplement? Oui, j'y ai pensé et j'y pense de plus en plus parce que ce que vous avez décrit l'un et l'autre, Laurent Berger et Valérie Masson-Delmotte, c'est en fait une construction en silo avec une sorte de deux mondes parallèles qui ne se rejoignent pas toujours. On peut en avoir de multiples exemples. Il n'y en avait pas forcément dans le journal télévisé que vous avez regardé hier soir sur TF1, mais voilà, quand une usine ferme, par exemple, une usine automobile, mettons une usine de moteurs thermiques, on a des reportages évidemment qui se soucient de la perte d'emploi, de la reconversion du bassin d'emploi, des territoires, de la situation de familles qui ne pensent pas pouvoir toujours retrouver un emploi. Mais évidemment, on ne va pas aller dire à ces familles, ou ça ne sera pas dit dans le reportage, que globalement c'est une bonne nouvelle pour le climat que cette usine de moteurs thermiques ferme. C'est la même chose dans les débats qu'on a depuis 1 an et demi sur la désindustrialisation du pays, qu'on a constaté au début de la pandémie de Covid, avec des produits manquants, avec des médicaments qui manquent, etc. On a lancé l'idée d'une réindustrialisation. Je n'ai pas souvenir qu'on se soit préoccupé de l'empreinte carbone. Est-ce que finalement, est-ce que ce serait une bonne chose que les usines qui tournent aujourd'hui en Chine ou en Extrême-Orient soient relocalisées de la même façon en France ou en Europe? Les centrales à charbon, il nous en reste quelques-unes en France, on va les fermer, c'est prévu, même si ça a été un petit peu retardé, mais en France au moins on les ferme, c'est pas comme en Allemagne où on les rouvre, mais c'est des pertes d'emplois et les syndicats, vous le savez bien Laurent, se mobilisent là-dessus. Il y a la centrale de Cordemais près de Nantes, en Loire-Atlantique, qui est concernée. Aujourd'hui on a des prix de l'énergie qui augmentent, gaz, pétrole, électricité.
Bon, on est sur un débat de fin du mois et effectivement Jean Castex doit annoncer des mesures de compensation ce soir. Je n'ai pas entendu je crois pas avoir entendu dans aucun reportage, explication, édito que l'augmentation des prix de l'énergie, ce serait un raccourci de dire que c'est une bonne chose pour le climat, mais en tout cas que ça pourrait entraîner des comportements vertueux dans la transformation écologique. Donc, tout ça pour dire que je rejoins complètement, je rejoins à moitié ce que vous avez dit, Laurent, sur l'idée de complexité. Effectivement, fin du mois, fin du monde. La fin du mois, c'est simple. La fin du monde, c'est compliqué. Pas compliqué sur le constat, mais compliqué sur le chemin à suivre et sur les solutions à trouver pour concilier les deux. Et moi-même, je ne maîtrise pas tous les termes de ce débat sur la façon, la transition écologique. Là où je rejoins pas tout à fait, c'est quand vous dites ça ne s'oppose pas. Mais si, enfin, les exemples que j'ai montrés font que ça s'oppose en permanence dans le traitement de l'actualité. Sauf que vous, à la CFDT, Laurent Berger, vous avez travaillé à ce pacte du pouvoir de vivre qui a en tout cas pour objectif de réconcilier et de ne pas opposer, en tout cas, fin du mois et fin du monde. Est-ce que vous avez eu l'impression que vous aviez de la place pour l'exposer, pour exposer vos solutions? D'abord, peut-être pour dire qu'il y a un sujet qui serait simple et un sujet qui serait compliqué. Je crois qu'il y a un sujet qui est court terme, Patrick, et il y a un sujet qui est long terme. Et en fait, on l'a vu, la question du réchauffement climatique, même si semaine après semaine, de plus en plus souvent, on a des alertes physiques, concrètes, eh bien, on a mis beaucoup trop de temps, on met beaucoup trop de temps à le percevoir. Et chez un certain nombre de situations personnelles vécues de citoyens, de travailleurs, lorsque vous avez du mal à boucler les fins de mois, vous projetez plus largement, de façon commune, sur un commun ensemble pour décarboner l'économie, décarboner nos sociétés, c'est plus compliqué. Et du coup, ça revient à ce que disait Valérie sur la question de... il faut aussi que ceux qui se posent encore plus radicalement la question de la fin du monde soient ceux qui souffrent le moins des fins de mois. Ça, c'est un élément important. Et sur... de plus en plus, quand même, dans l'information, on peut porter l'idée que la transition écologique devra finalement être une transition juste. Parce que c'est ça, le pacte du pouvoir de vivre. C'est l'idée qu'on n'a pas le choix. Il faut radicalement changer notre système productif, nos façons de vivre, en partie parce qu'il y a un réchauffement climatique qui est une catastrophe humaine et planétaire, etc. Et de l'autre côté, on ne peut pas le faire sauvagement, sans considérer que derrière ça, il y a des femmes et des hommes. On peut porter ce sujet-là, mais ça ne devient intéressant que lorsqu'on est aux travaux pratiques. Et les travaux pratiques, c'est l'automobile. Nous, on vient de sortir un rapport avec FNH qui montre que l'accélération de la transition écologique, c'est-à-dire l'abandon du thermique, supprimera moins d'emplois que si on laisse faire, mais supprimera moins d'emplois. Et après, ce qu'il faut faire, c'est aller expliquer. Moi, je suis allé à Douai pour discuter avec... ça devient plus compliqué, mais il faut absolument le faire. Et je crois que... Moi, je n'ai pas de critique particulière sur ce point-là à faire au traitement de l'information. Peut-être... c'est pour ça que je parlais de complexité. Peut-être faire confronter des craintes... Enfin, pas donner le sentiment... Moi, je crois que si plus on donnera le sentiment que ça s'oppose, plus ça ancrera dans la société l'idée que les choses sont opposées. On n'a pas le choix sur la transition écologique. Et donc, on n'a pas le choix, de mon point de vue, de la même manière, sur le fait que socialement, il faut l'accompagner pour sécuriser ceux qui seront impactés. Valérie Masson-Delmotte, l'initiative de Laurent Berger et de la CFDT, comment vous la lisez, vous? Comment vous la regardez? Alors, je dois m'excuser parce que je ne la connais pas en détail, mais ce qui me frappe dans la discussion, c'est le fait que finalement, il y a cette question de traiter l'information dans un ensemble de discours. Et vis-à-vis des enjeux liés au changement climatique, dans ces discours, il y a des discours qui, dans le passé, ont nié l'ampleur des enjeux, la réalité du changement climatique, la sévérité des impacts. Ces discours-là, ils ne sont plus tenables
au sens de la réalité de ce qui est observé, et Valérie du progrès des Masson-Delmotte, connaissances scientifiques. Vous avez toujours le sentiment que c'est le cas aujourd'hui? Vous me disiez, quand on a préparé ce débat, souvent je me retrouvais avec un climato-sceptique pour me contredire. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un fait accompli? C'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord sur le constat? Alors, ce discours-là, il a évolué. Et il ne nie pas les enjeux climat, mais c'est un discours d'inaction, avec 4 grands thèmes. Un premier thème qui est celui de renoncer. C'est trop difficile. Il y a trop d'effets indésirables. Un discours où on va promouvoir des toutes petites actions qui ont peu d'effets au détriment des choses qui sont vraiment transformatives. Ou bien un discours qui redirige la responsabilité à agir sur les autres. Pour moi, c'est très frappant de voir en fait ces discours qui existent et la vraie difficulté des journalistes à comprendre comment s'articulent ces discours, que ce sont des discours d'inaction et que, comme l'a dit Laurent Berger, il y a une vraie difficulté à construire une action qui fasse le choix de la soutenabilité dans toutes ses dimensions et qui intègre tous les enjeux de justice sociale qui sont présents dans les impacts d'un climat qui change, comme dans les risques de transition si c'est mal mené. Tout à fait. Patrick Cohen, est-ce que vous avez partagé ce sentiment-là? C'est-à-dire que dans les tranches d'information que vous avez pu diriger, d'avoir toujours des sujets sur les petites choses et pas forcément d'adresser le problème en grand? Oui, mais oui. C'est sincère. Non, mais évidemment, on est fautif là-dessus. Juste un mot, Valérie Masson-Delmotte, sur le climato-scepticisme, parce que c'est vrai que, heureusement, il y a plus, enfin en tout cas moi je ne les ai pas vus, il n'y a plus de climato-sceptiques ouverts, déclarés sur les plateaux. Il y en avait il y a 20 ans, 25 ans, vous les avez connus, Courtillot, Claude Allègre, des gens qui avaient pignon sur rue, qui contestaient la réalité du réchauffement. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et heureusement, je me suis souvent fait cette réflexion ces derniers mois. Heureusement que ce consensus scientifique et médiatique a été établi ces dernières années, parce que dans le paysage médiatique qui est celui d'aujourd'hui, où on a vu ce qui s'est passé pour la crise du Covid, où des faussaires, où des fraudeurs sont venus sur les plateaux pour raconter n'importe quoi du point de vue scientifique, je pense que ce débat sur le réchauffement climatique aurait surgi aujourd'hui, qu'on aurait eu Valérie Masson-Delmotte face à je ne sais pas qui, mais on en aurait trouvé, face à des climato-sceptiques, et qu'on aurait organisé ce débat sur le réchauffement climatique, vrai ou faux, etc. Heureusement qu'il y a eu un petit différentiel de temporalité qui a permis d'établir ce consensus, et donc on est à peu près d'accord sur le constat. Là où il y a la complexité, Laurent, c'est évidemment... encore une fois, c'est sur le chemin à trouver. Et on est dans un paysage médiatique, j'y reviens parce que c'est un peu ma spécialité, on est dans un paysage médiatique, évidemment, où la simplicité a beaucoup plus d'espace que la complexité d'espace et de visibilité et de promotion. Laurent Berger, ce qui m'a frappé là, à l'instant, c'est que Valérie Masson-Delmotte nous dit le pacte du pouvoir de vivre, je suis pas sûre d'en avoir entendu parler. Comment c'est possible? C'est-à-dire que vous avez travaillé... Elle vous a dit qu'elle ne connaissait pas suffisamment, ce qui est légèrement différent de ne pas en avoir entendu parler. Je l'ai ramassé, synthétisé, mais en gros, normalement, elle devrait le connaître par cœur parce que ça aurait été matraqué sur toutes les antennes. Tout le monde devrait savoir ce que c'est ou quelles sont les propositions. Ça fait pas la une des journaux, pour faire simple. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est pas un sujet suffisamment sexy ou glamour, entre guillemets, pour qu'on vous invite là-dessus ou qu'on vous invite seulement là-dessus? Est-ce qu'il y a aussi cette question-là? Comment vous allez accéder aux médias? Comment vous allez être interviewé sur un sujet qui, selon vous, va vraiment faire avancer les choses? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'une organisation syndicale, elle est appelée à s'exprimer sur beaucoup de sujets. Donc, on a été amené à s'exprimer sur ce point-là. Et moi, encore une fois, ça peut paraître un peu bizarre, mais je préfère sur cette question-là qu'on s'applique à essayer de, pour reprendre l'expression de Patrick, à trouver le chemin, à le construire avec les salariés qui sont concernés.
On parlait des centrales à charbon, ben, faut trouver les reconversions, et ça demande beaucoup d'énergie et des fois, voilà, aller expliquer, c'est compliqué. Moi, ce matin, j'étais sur la matinale de France Info. On me demandait si sur la question de l'énergie, il fallait baisser les taxes. J'ai dit, ben attendez, il y a quand même un lien avec la transition écologique et ça me paraît plus compliqué que ça. Par contre, aider les ménages les plus modestes à ne pas vivre dans la précarité énergétique un hiver de plus et voire un hiver encore supplémentaire au sens avec plus d'intensité, ça c'est une vraie question, mais c'est compliqué à aborder. Oui, c'est dur. Enfin, la complexité, vous savez, ça demande ces questions-là, ça demande du temps pour les traiter. Et moi, j'ai le sentiment que les journalistes ont moins en moins de temps pour les traiter. Je vais vous donner un exemple. Si on disait, voilà, on a fait la démonstration à travers un rapport sur la question, par exemple, automobile. On a aussi, dans tout un tas de secteurs, ce qu'on appelle, nous, des sentinelles vertes qui travaillent dans les entreprises à essayer de concilier ces deux enjeux d'une certaine manière. Eh bien, il y a 20 ans, on pouvait dire à des rédactions, si vous voulez, on vous emmène, venez voir. Maintenant, on continue de le faire. Il y en a de moins en moins qui peuvent y aller. Il y en a de moins en moins qui peuvent venir voir ce qui se passe. Et donc, qui vont traiter les choses, sans doute au téléphone, sérieusement, etc. Parce qu'il y a aussi, il faut se le dire, des moyens, alors c'est pas moi le spécialiste du sujet, mais des moyens inférieurs à ce qu'ils étaient à un moment donné pour aller en reportage, aller voir à hauteur de femmes et d'hommes ce que sont les conséquences. Et cette réalité-là, on la sent. Enfin, on est sur des sujets, j'y reviens, compliqués. Ça nécessite de l'expertise, d'écouter des scientifiques, des acteurs, etc. Et de pouvoir... pour pouvoir rendre journalistiquement l'ampleur du chemin à trouver, etc. Et moi, je pense qu'il y a moins de moyens qui sont donnés aujourd'hui aux journalistes pour le faire. Pas le temps, pas l'argent dans les rédactions, Patrick ? Oh, c'est pas vrai partout. Je ne crois pas. C'est difficile de tirer des généralités... En fait, c'est vrai, vous avez raison, c'est pas vrai partout. Mais en fait, il faut regarder, je veux pas être facile, mais pour vous dire, quand je discutais avec Edmond Maire, Nicole Notat, ou même François Chérec, qui étaient mes prédécesseurs, ils avaient affaire en face d'eux à beaucoup moins de complexité au niveau médiatique. Ils n'avaient pas un truc tout simple, ils n'avaient pas les chaînes d'infos en continu. Ou quand vous y allez, à n'importe quelle heure de la journée, s'il y a un truc qui est tombé une demi-heure avant, c'est sur le truc qui est tombé une demi-heure avant qu'on va et ça, et avec un traitement qui sera à la chaîne. Et par ailleurs, dans certaines presses, il y a quand même eu, notamment la presse écrite, une difficulté à se déplacer qui est plus... avec pas de correspondants, avec moins de correspondants, etc. Non, mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, quand j'opposais simplicité, complexité sur les deux items qui nous occupent dans ce débat. C'est évidemment aussi une question de temps. C'est difficile pardon, mais même moi, je regarde les papiers, la presse spécialisée. Il m'arrive de lire des rapports, évidemment, les rapports du GIEC. C'est compliqué de saisir les enjeux, de trouver les bons scénarios. Quels sont les leviers efficaces de distinguer de l'anecdote, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes. Le geste simple qu'on peut faire, quel est l'impact, l'empreinte carbone qui est économisée, qui est gagnée par ces petits gestes, quelles sont les grandes décisions stratégiques qui nous permettraient de retrouver le chemin de l'équilibre et des réductions de CO2. Tout ça, ce sont des enjeux qui sont pas simples, à la fois dans les choix énergétiques, dans les choix d'aménagement du territoire, de transport, etc. Ce sont des questions extrêmement vastes et complexes. Valérie Masson-Delmotte, vous, des rapports compliqués, vous en avez rédigé. Vous avez réussi à en médiatiser, à en faire passer à l'antenne. Lesquels est-ce que vous avez réussi à communiquer au plus grand nombre ? Alors, en fait, sur les rapports du GIEC, il y a vraiment tout un travail sur la communication au niveau international, vraiment. Ce qui est très difficile à savoir, c'est au-delà du traitement comme une pièce d'information dans l'actualité, ce qui reste, en fait, ce qui est construit et pas uniquement un traitement ponctuel. Et je voudrais rebondir sur plusieurs aspects qui ont été abordés précédemment. La première chose, c'est est-ce que les médias donnent suffisamment d'informations pour que les Français comprennent
ce qui contribue à leur empreinte carbone, plus de 10 tonnes de CO2 équivalent, si on prend en compte les importations par personne et par an. Est-ce qu'on leur donne des informations pour comprendre, quand il y a des décisions importantes, des choix d'investissement, ce que ça va permettre de faire ou pas? À mon sens, non. Est-ce qu'il y a par les grands médias, des émissions qui permettent de savoir comment agir efficacement pour réduire son empreinte carbone? Regardez le temps mis sur des émissions de cuisine. Où est-ce qu'il y a des choses qui permettent de savoir comment réduire son empreinte environnementale par une alimentation diversifiée et saine? Quasiment rien. Regardez sur la rénovation des logements, plein de trucs pour décorer chez soi, pour que ça ait l'air joli, qu'on le vende mieux. Quasiment rien sur vraiment ce que c'est mener une rénovation énergétique de manière utile et avec des informations sérieuses. Voilà, ce sont quelques exemples. Deuxième exemple, la place de la science. Oui, les chaînes d'actualité, elles cherchent ce qui est clivant, ce qui fait le buzz. Et c'est très différent de ce que c'est de construire une information scientifique robuste, établie. Donc dans le traitement de l'actualité scientifique, on met l'accent sur les choses qui sont parfois à la marge et pas sur le socle solide de connaissances. Où est-ce qu'on donne l'information sur, par exemple, au bout d'un an, sur la France, quels sont les événements climatiques spécifiques qui sont liés à l'influence humaine sur le climat? On manque de ce type de rendez-vous, je pense. Et dernière chose, je pense qu'il y a une réelle difficulté à traiter les questions d'évolution à venir. Les trajectoires, les scénarios, les implications, ce qu'on souhaite construire. C'est beaucoup plus facile de regarder vers le passé ou l'actuel que d'essayer d'apporter une réflexion qui ouvre vers les années à venir, les décennies à venir. Comment construire des récits par rapport à ça? Je pense que c'est une question de fond et je ne suis pas sûre que les médias, en tout cas les grands médias, parviennent aujourd'hui à le faire. Ma communauté scientifique, elle y travaille à développer des narratifs, mais il manque, je pense, de quelque chose d'ancré dans les éléments des connaissances. On y viendra sur le narratif, qui soit plus accessible. Parce que c'est vraiment intéressant, mais je crois que Patrick a une question à vous poser. Oui, j'ai une petite question pour vous, parce que la première chose que vous avez citée m'a beaucoup frappé. Effectivement, il n'y a jamais, ou quasiment jamais, en tout cas ça ne me vient pas à l'esprit, d'évaluation, de tentative d'évaluation du bilan carbone d'une infrastructure, d'une construction, de quelque chose qui est lancé, etc. Moi, j'ai question de béotien, en tout cas de non spécialiste, j'ai compris que l'empreinte carbone, c'était quelque chose d'assez difficile à calculer, hein, et je vois qu'il y a des divergences aussi dans les évaluations. Il y a une étude récente de The Shift Project que vous connaissez qui permet des comparaisons internationales là-dessus. Est-ce que ce serait facile sur une infrastructure, sur un projet de transport, là, vous avez vu qu'on a relancé Tous les feux sont verts par exemple pour la LGV entre Bordeaux et Toulouse. Est-ce qu'on pourrait facilement chiffrer l'empreinte carbone de tel ou tel projet? Alors, ce qui est important, c'est de comprendre les analyses en cycle de vie, c'est-à-dire quand on met en place une infrastructure, ça peut entraîner des émissions de gaz à effet de serre, mais au cours de son fonctionnement, elle peut permettre éventuellement d'en éviter si ça s'intègre dans une réflexion d'ensemble sur tous les transports. Et puis après, il y a le démantèlement éventuellement. La question se pose sur n'importe quoi. Et donc oui, il y a des outils qui permettent de le faire. Et c'est ces outils-là, je pense, qui méritent d'être expliqués, y compris sur le débat sur les voitures électriques ou d'autres. Ou bien, enfin voilà. Et puis l'autre chose, dans le type d'outils qui est intéressant, c'est quand on met en place une infrastructure, est-ce qu'elle va fonctionner correctement dans un climat qui change? Est-ce qu'elle est conçue, est-ce qu'elle est mise en place aujourd'hui, pas simplement en regardant dans le rétroviseur, ce qu'a été la variabilité du climat récente qu'on utilise pour faire les études d'impact, mais en mobilisant les connaissances sur l'évolution à venir du climat, est-ce qu'elle est adaptée pour renforcer la résilience de nos sociétés ou pas? Voilà, ce sont deux angles qui, je pense, méritent d'être approfondis. Et ça, c'est des outils que vous pourriez fournir aux rédactions, aux journalistes, pour que ce soit systématisé ou pas? Alors, déjà, c'est pas à moi, en fait, dans mon rôle. Ah.
Ah, bug. Mais ça va nous permettre de donner la parole à Laurent Berger. Mais en tout cas, moi je ne sais pas qui pourrait le faire, mais je trouve que ce serait une excellente idée. C'est pour souligner l'importance d'avoir cette information-là. Bah ouais, on est d'accord. En tout cas, moi je trouve que ce serait une excellente idée de pouvoir, lors de la présentation d'un projet d'aménagement, quel qu'il soit, d'une infrastructure, de pouvoir chiffrer et d'avoir cette information à disposition des rédactions. Laurent Berger. Oui, moi j'ai trouvé la démonstration de Valérie très très forte. C'est-à-dire qu'effectivement, Patrick parlait du chemin. Et on s'interroge sur le rôle de la presse, y compris pour expliquer ce chemin ou en donner les éléments. Et c'est vrai que, regardez le rapport du GIEC, quand il sort, il y a des articles pendant 2 jours. On en parle pendant 2 jours. Et après, il y a des exceptions, hein, c'est toujours dur de faire des généralités. Mais ensuite... on pourrait feuilletonner sur le rapport du GIEC, il est tellement épais, il apporte tellement d'éléments qu'on pourrait feuilletonner, pour reprendre un terme qui n'est pas le mien, mais celui de la presse, pendant des semaines entières. On pourrait très bien avoir des émissions consacrées, d'informations consacrées entièrement à ce sujet-là, avec des éléments chiffrés, avec aussi des éléments qui permettent de se faire une idée pour les citoyens, mais qui permettent aussi de les entraîner. Enfin, qui osera faire une information aujourd'hui sur pourquoi, sur la question du coût d'énergie et de l'erreur à ne pas commettre, peut-être, de considérer que on n'a pas à réfléchir à la fois à la façon dont les gens traversent cette période très difficile pour certains ménages, et en même temps sur ce que ça doit nous faire réfléchir sur l'énergie, la consommation d'énergie elle-même. Mais ça implique d'intéresser. Moi, je crois qu'il y a des gens intéressés aujourd'hui. Enfin, et parmi les gens intéressés, il y a, je crois, tous ceux qui nous poussent au derrière en disant votre génération, vous êtes bien gentils, mais nous, ce truc-là nous inquiète. Regardez le sondage qui est paru sur la question climatique et l'angoisse de 75% des jeunes qui se disent angoissés sur la question du réchauffement climatique. Donc, il y a des choses à faire. Et à ce titre, d'ailleurs, il y a une mobilisation citoyenne qui a une actualité aujourd'hui, 30 septembre, puisqu'une nouvelle audience dans l'affaire du siècle se tenait devant le tribunal administratif de Paris. Donc c'est un collectif de citoyens qui, partout à travers le monde, saisissent les tribunaux pour que leurs droits fondamentaux soient garantis face au réchauffement climatique. Moi, j'en ai pas entendu un mot dans les journaux du matin, à la radio. J'ai pas vu ça dans les journaux de presse écrite aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ça passe sous les radars ? Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que vous, Patrick, par exemple, c'est un sujet qui vous aurait intéressé ou dont vous auriez fait un gros titre, par exemple ? Je ne sais pas. Je dois dire que je suis un peu réticent à... Je pense que c'est un sujet. Je suis un peu réticent à médiatiser des informations, des actions qui sont purement militantes, qui n'ont pas d'autre but que c'est comme ça, d'alerter l'opinion. Enfin, je considère qu'en tout cas que les informations réellement sur la marche du monde, elles doivent passer avant. Mais bon, voilà, c'est ma conception des choses. Cela dit, ça a tout à fait. D'ailleurs, sur l'action précédente, il me semble que j'en avais parlé, c'était dans mon journal. Enfin bon, bref, peu importe. Mais ça n'a eu aucun écho aujourd'hui. Ça fait pas, en tout cas, la une des grands quotidiens nationaux. Non, mais que ça fasse pas la une, c'est comme un peu, vous savez, vous avez des grands sujets et puis des sous-sujets, et puis parfois il n'y a pas beaucoup d'actualité, mais on va privilégier un truc un peu plus magazine. C'était le cas aujourd'hui, par exemple. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre sentiment sur le fait que c'est une mobilisation et que c'est pas forcément à mettre en valeur tout de suite. Si la décision tombe, par exemple. C'est intéressant, mais enfin, il me semble beaucoup plus important d'aller directement à la source de l'alerte, si je puis dire, d'en montrer tous les signaux, et c'est pas ça qui manque. Encore, vous avez cité hier, le Mont Blanc qui a perdu 91 cm, d'autres catastrophes climatiques ici et là dans le monde, la crise du gaz qui nous pose un problème majeur, le bilan énergétique de l'Allemagne qui a été un des sujets
du bilan d'Angela Merkel. Hein. Voilà, quand je parlais de la complexité du chemin, je me souviens quand même que pendant des années, le modèle allemand nous a été présenté. Eva Joly, en 2012, sa campagne présidentielle, je me souviens qu'elle disait il faut faire exactement comme l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne reste le premier pollueur d'Europe et avec un bilan de consommation d'équivalent carbone qui est supérieur à la France si on veut comparer. Donc l'Allemagne a été très volontariste, a dépensé des milliards pour avancer dans les énergies renouvelables, mais le bilan aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, avec le recul de la fermeture des centrales à charbon, est un échec. Donc c'est quand je parlais de la complexité du chemin, c'est aussi la question de faire les bons choix au bon moment. Il ne suffit pas de dire on y va et on avance, il faut trouver les bonnes solutions. Et des choix, Patrick, qui ne sont pas à faire à l'aune d'un événement qui sensibilise l'opinion. Parce que rappelez-vous pourquoi l'Allemagne a fait ce choix-là à un moment donné c'est Fukushima, de retour en arrière. Parce que une poussée au sein du pays d'émotions très très fortes, aussi fortes peut-être, voire plus fortes que chez nous, et un choix mortifère sur la question climatique, c'est-à-dire de revenir au charbon. Et donc ça explique bien que il y a aussi, alors là on dépasse le traitement journalistique, mais y compris dans les choix qui sont faits, d'avoir le nez qui se lève un peu de son guidon pour regarder un peu plus loin sur l'impact des choix qui seront opérés. Enfin, regardez le débat tel qu'il s'opère un certain nombre en ce moment sur la question des énergies renouvelables. Justement, on n'entend pas cette question posée très régulièrement aux candidats à la présidentielle. Là, elle s'est activée ces dernières semaines. On ne pose pas cette question systématiquement aux candidats ou aux pré-candidats qui sont invités. Pas systématiquement, mais ça s'est un peu installé dans la campagne à la faveur du mouvement anti-éolienne. Donc ça existe. Après, ça reste marginal. Ça reste marginal et je trouve que c'est pas au niveau. Voilà, je trouve que les choix stratégiques et les choix énergétiques qui se posent pour le pays aujourd'hui méritent mieux simplement que l'anecdote. C'est plus que de l'anecdote parce qu'il y a des mouvements que simplement traités par le petit bout de l'opposition aux éoliennes, mais je pense que effectivement la question énergétique, qui est une partie, qui n'est pas la totalité, mais qui est une partie de la question climatique et des solutions à apporter au réchauffement, mériterait une meilleure exposition, explication, etc. D'une certaine façon, je trouve que souvent, ce débat sur le réchauffement et ce débat sur l'énergie est pollué, si je puis dire, par la question nucléaire, parce qu'il y a un prisme que vous connaissez, une focalisation qui bloque des raisonnements qui devraient être qui devraient élargir la focale, comme dit Valérie. Et en parallèle, on a pu voir la primaire écolo sur LCI, premier tour, deuxième tour. Est-ce que ça, Valérie Masson-Delmotte, c'est pas déjà un progrès? Il y a quelques années, on ne l'aurait jamais vu, ça. Alors moi, je ne veux pas commenter la vie politique française, je ne suis pas là pour ça, je suis là comme scientifique. Ce que je peux juste rappeler, c'est que sur les enjeux d'engagement de la France vis-à-vis des émissions de gaz à effet de serre, de ce qui pèse le plus, de là où les choses avancent pas assez vite, les rapports du Haut Conseil pour le climat peuvent être une mine d'informations vérifiées, solides, qui peuvent être mobilisées. Et ce qui m'a frappé dans les débats pour l'élection présidentielle, que ce soit ceux des Verts ou des autres, c'est un manque en temps réel de capacité de réponse des journalistes politiques qui animent les débats et de vérification. Par exemple, quand il y a des références à des rapports du GIEC, quand on parle de telle ou telle option d'action, la France, elle a une électricité essentiellement bas carbone. La question, c'est pas la question pour moi, c'est conserver une électricité bas carbone le moins cher possible pour les Français. Et il y a des exemples dans des pays voisins très préoccupants. Et l'autre chose à côté, c'est qu'est-ce qui pèse le plus, comment agir dessus, et quelles sont les propositions des différents candidats qui permettront d'agir sur ce qui pèse en France. Et on entend, moi j'ai vu juste un des débats, j'entends des choses qui sont très fausses, pas de réaction en temps réel. Et donc je me pose la question, comment faire en sorte que les éléments de connaissance puissent être mobilisés pour faire du fact-checking, soit en temps réel, soit juste après, de sorte à informer le public d'une manière sérieuse.
Alors, juste... je suis malheureusement d'accord, Valérie. À l'heure des charges, vous avez maintenant un petit QR code en bas à droite de l'écran sur TF1 qui vous permet de faire du fact-checking. C'est pas complètement rodé, mais ça se met en place dans les versions. Laurent Berger, non, mais Valérie a raison. C'est-à-dire que moi, je suis des fois ulcéré, et sur ce sujet-là, j'ai peut-être moins de compétences, évidemment, que Valérie, mais dans certains débats ou certaines interviews, des choses sont dites, tout le monde sait que c'est pas vrai ou que c'est tellement gros que ça peut pas être vrai. Il y a des choses qui méritent d'être analysées. Vous avez un exemple en tête ? J'en ai quasiment quotidiennement, hein, excusez-moi. Enfin, je veux dire, on a eu ça quand même. Enfin, je suis désolé, on a ça sur les interviews politiques en ce moment, sur tout un tas de questions. Enfin, je suis désolé, on en a une sur la façon dont ça s'est passé pendant l'occupation, quand même. Enfin, je veux dire, il y a quand même de manière à s'insurger, à pas tolérer un certain nombre de propos. Il y a aussi des choses sur la crise sanitaire que l'on a traversée. Enfin, je suis désolé, il y a eu des moments où il y a eu des affirmations devant de personnes en interview, de personnes politiques, peu importe, économiques ou peu importe les interviewés, où on savait que c'était faux, manifestement faux, et où il y a peu de capacité, mais là aussi, peut-être c'est des questions de temps, de préparation, j'en sais rien, peu de capacité à contrer. Et ça c'est mortifère, parce que comme on est dans un monde où l'information passe et elle est envoyée à grand débit, si le truc passe et qu'il y a quelques gogos pour le croire, et objectivement des fois sur un certain nombre de trucs il y en a quelques-uns, c'est un vrai sujet. Patrick ? Oui, j'ai entendu aussi, je pense que c'est à ça que Valérie Vasson-Delmotte faisait allusion, j'ai entendu le rapport du GIEC invoqué avec... de façon péremptoire dans certains débats, comme si le GIEC proposait une solution univoque, ce qui évidemment n'est pas le cas, avec plusieurs scénarios, et comme si c'était la voie à suivre. Enfin, en tout cas, le GIEC invoqué faussement dans plusieurs émissions, hein. C'est à ça que vous pensiez. Oui, et puis peut-être rappeler que le GIEC, il ne fait pas de recommandations, il n'analyse pas les choses à l'échelle de la France, hein, c'est vraiment à une échelle plus large. Et ce sera d'autant plus important qu'en février et mars prochain, il y aura les rapports des groupes de travail qui portent sur les impacts, les risques et les options d'action en matière d'adaptation. Et là, il y a une dimension de vulnérabilité qui est bien sûr très importante. Donc ça, c'est pour février. Et puis en mars, sur les options d'action pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, tout en permettant à chacun de vivre décemment. Et donc, c'est des choses qui vont arriver dans un contexte sensible politiquement en France. Et donc, je pense que c'est particulièrement important d'être vigilant sur le fait qu'il y ait une référence correcte aux éléments scientifiques. Et puis, j'en profite pour glisser que j'ai entendu, par exemple, à plusieurs reprises récemment, alors 4 fois sur une seule semaine, la France ne pèse que 1% des émissions de gaz à effet de serre, pourquoi faudrait-il agir ? Et donc, j'ai fait un fil Twitter, parce que c'est quand même assez gros. Nos émissions, juste sur notre territoire, c'est plus que ce qu'on attendrait de la démographie. On a des importations de pays avec un mix énergétique très carboné qui s'ajoute à ça, du fait de la désindustrialisation et puis du style de vie qu'on a. Donc on est largement au-dessus de la moyenne planétaire. On est le 8e sur les émissions cumulées de CO2 historiques, et c'est ça qui compte pour l'évolution de la température. Puis on a une capacité à agir. Voilà. Donc il y a quelques éléments, je les ai dit en 1 minute, qui peuvent être rappelés quand ce type d'affirmation est faite, parce qu'elle est factuellement pas correcte. On a des confrères à l'étranger qui ont... Ah, vous êtes applaudis, Valérie. On a des confrères à l'étranger qui sont allés un peu plus loin que les médias français. Je pense notamment au Guardian, qui fait très attention à choisir ses annonceurs, des annonceurs qui ne sont pas en contradiction justement avec ses préoccupations environnementales. Donc la pub finance des idées, d'une certaine manière. Le Guardian a aussi fait un gros travail sur le lexique, c'est-à-dire qu'on ne parle plus du global warming, on parle du global heating, c'est un pas au-dessus dans le réchauffement climatique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait appliquer ou adapter en France ? Tu veux pas nous traduire la différence entre les deux expressions ? Alors, Valérie Masson-Delmotte le ferait encore mieux que moi, mais l'idée, c'est le réchauffement climatique, c'est assez doux. Le heating, c'est on est dans la casserole et on commence à chauffer. Alors, très bien.
Eh ben oui, pourquoi pas. Mais en tout quelle était la question? La question, c'est The Guardian, super journal. Tu devrais le lire. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, eux, ils ont adapté leur langage et ils ont surtout cherché à ce que la pub finance des idées qui protègent l'environnement, ou en tout cas, ils ne vont pas se faire financer par les derniers SUV à la mode, par exemple. Très bien, mais alors là, moi, je peux avoir un avis de citoyen, mais je suis complètement en dehors des choix financiers, marketing ou publicitaires des médias qui ont pu m'employer. Donc ça, moi, je ne suis maître que de mes choix éditoriaux. Donc ça me dépasse un peu. Je ne sais pas ce qui pourrait être fait en France. Sur le vocabulaire, oui, on peut évidemment forcer la dose ou être... moi, j'ai eu des questions ce matin, j'ai eu beaucoup de contacts avec des jeunes, des collégiens, des étudiants en école de journalisme, etc. Au moins à 2 reprises, on m'a posé la question de savoir, en rapport avec le thème de nos débats de ce soir et du thème des assises en particulier, si l'information qui était délivrée sur le réchauffement n'était pas trop anxiogène. Et avec études à l'appui qui montraient que les jeunes particulièrement trouvaient cela anxiogène. Ce à quoi j'ai répondu, peut-être que c'est anxiogène pour les jeunes, moi je trouve que c'est pas assez anxiogène pour les plus âgés, puisque ils n'ont pas pris la mesure de la menace qui pèse sur nous, en tout cas sans doute pas assez, sinon ça se ressentirait dans le débat public. Effectivement, les jeunes sont plus mobilisés, mais en même temps, il paraît qu'il y a des études qui trouvent que le langage qu'on utilise est anxiogène. Donc, je ne sais pas quel est le bon équilibre. Je pense qu'il faut traiter les choses. Et évidemment, on peut faire des gros titres et mettre des flammes et du chaud sur la planète comme sur cette affiche. Mais je pense qu'il faut essayer de traiter les choses factuellement, complètement, avec la complexité nécessaire et surtout avec le temps nécessaire. Évaluer le bilan carbone des reportages, par exemple. Ça, c'est une autre suggestion. Certains pays à l'étranger l'appliquent. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je suis contre. Non, je trouve évidemment qu'on peut évaluer le bilan carbone des reportages et qu'on peut faire attention, mais tout à l'heure, quelqu'un m'a interrogé sur l'idée d'un média zéro carbone. Et moi j'ai dit mais c'est complètement antinomique avec l'idée de médias, sauf à rester devant son écran à interroger des gens à distance. Et encore, on sait très bien que le numérique consomme du CO2, donc ça ne serait pas du tout zéro carbone, enfin à moins de trouver des mécanismes de compensation. Mais la raison d'être d'un média, c'est d'aller à la rencontre des gens, c'est de produire du reportage, d'aller sur le terrain, de rencontrer des situations, de voyager évidemment si possible le plus proprement possible, mais sûrement pas de rester enfermé pour produire le moins de carbone. Enfin, ça me semble compliqué. Laurent Berger? Oui, non, moi non plus, je vois pas trop. L'idée n'est pas celle-là, parce qu'on pourrait imaginer un syndicat zéro carbone, une éducation zéro carbone, etc. L'idée n'est pas là. Elle est de s'interroger. Nous, ça fait longtemps qu'on est sur des pratiques de compensation, notamment quand on fait des grandes réunions, etc. Et de sobriété carbone, mais zéro carbone, je vois pas trop. Sur la publicité, moi, je vous ai souvent vu râler quand les pages de pub étaient trop longues, même si vous les choisissiez pas. Moi, ça me fait toujours marrer de vous voir râler quand les pages de pub sont trop longues. Je suis désolé de le dire, mais non, juste. J'ai souvent râlé. Juste sur la question du traitement journalistique. Il faut aussi se dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui sont anxiogènes, mais quand on est dans une profession où on est soi-même parfois inquiet parce qu'il y a une forme de précarisation, il y a quand même un certain nombre de médias où il y a une forme de précarisation. Pas partout, heureusement, mais ça ne crée pas non plus les conditions pour pas que ce soit anxiogène. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Patrick. Je pense que nos générations, elles sont pas encore suffisamment mises sous pression sur la question climatique. Et je ne crois pas que ce soit un problème d'être trop ou pas assez anxiogène. Il faut être mis sous pression sur la question climatique. Mais par contre, dans le traitement de l'information, je crois que parfois,
y compris pour revenir au débat fin du monde, fin du mois, quand on n'est soi-même pas tellement sécurisé sur sa fin du mois, eh bien, le traitement de l'information, il est aussi le reflet quand même s'il y a une déontologie, le professionnalisme, pardon. Je pense qu'il faut qu'on mette ce sujet-là sur la table. Si on veut une information de bonne qualité, il faut des journalistes qui soient aussi traités de bonne façon. Et ça, on le sent de plus en plus dans certains endroits, une forme de précarisation qui fait que on passe d'un sujet à l'autre. L'objectif est de pisser de la copie ou autre, excusez-moi de le dire comme ça, dans certains endroits. Un certain productivisme. Ouais, et ça, sur des sujets aussi compliqués, il y a besoin de... Enfin, si vous voulez vous taper comme journaliste le rapport du GIEC, vous ne voulez pas avoir 2 papiers à faire dans la journée, et même sans doute aucun dans une des journées de la semaine pour pouvoir vous taper le rapport du GIEC. C'est aussi simple que ça. Et si on ne va pas... Ça incite à réfléchir aussi sur les moyens qu'on met dans la formation. Après, c'est un modèle économique, enfin, ça nous emmène loin. Mais moi, je le ressens de plus en plus. Il y a des endroits où vous allez dans des rédactions et vous voyez des gens qui ont le temps de réfléchir, de cogiter, de confronter. Et dans d'autres endroits, vous voyez des gens qui sont pressurisés et qui, du coup, la complexité, le pacte du pouvoir de vivre ou je ne sais quoi, demain ou après-demain, mais pas maintenant, quoi. Valérie Masson-Delmotte lève le doigt. Ouais, 3 choses. Première chose sur les enfants, les jeunes. Qu'est-ce qui est anxiogène? Est-ce que c'est pas simplement l'inaction de ceux qui sont aux manettes aujourd'hui? C'est ça qui est anxiogène. Donc, l'éducation, c'est quelque chose de fondamental. Le fait d'avoir des espaces dans un cadre structuré, le cadre de l'éducation par exemple, avec des adultes référents, un espace pour comprendre les enjeux pour le climat, la biodiversité, ou les inégalités et d'autres dimensions. Donc, un espace pour comprendre, avoir des clés de compréhension pour être un citoyen avec un bon esprit critique. Et l'autre chose, c'est des clés pour agir. Et ce que nous demandent les étudiants aujourd'hui, partout, c'est d'être formés pour agir. C'est d'avoir des compétences pour porter des solutions. C'est ça qu'ils cherchent, c'est vraiment très frappant. Donc, il y a un enjeu qui est la bienveillance dans le fait d'aborder ces questions-là avec les plus jeunes. C'est fondamental. Mais la deuxième chose, c'est la responsabilité des adultes. J'ai une fois présenté un rapport du GIEC au Parlement et on m'a dit bah, c'est pas grave parce que les jeunes, là, ils apprennent ça à l'école, donc tout va aller bien. Mais non, au contraire, ça renforce l'importance de la responsabilité des adultes. Un enfant qui naît aujourd'hui, il aura 80 ans, même pas en 2100. Mes filles, elles auront mon âge en 2050. Ces générations-là, ils vont subir un nombre incroyablement plus élevé d'événements extrêmes du fait du changement climatique, même si on agit au maximum maintenant. Donc, la question qui se pose, en fait, pour nous, c'est comment être de bons ancêtres? Qu'est-ce qu'on souhaite transmettre? Comment on accompagne les plus jeunes? Parce qu'on n'a pas agi assez vite et assez fort avant. La deuxième chose, sur ce qui est à dire responsabilité. Je ne suis pas d'accord. On a les mêmes débats dans ma communauté de recherche en sciences du climat. Pourquoi est-ce qu'on devrait, nous, échapper à un travail sérieux, de mesurer notre empreinte, de notre travail, c'est-à-dire produire des connaissances scientifiques, les partager? Eh bien, on le met en place, et ce n'est pas venu des institutions de la recherche, c'est venu d'initiatives dans les laboratoires, une initiative géniale qui s'appelle Labo Bas Carbone, des outils partagés en données libres qui permettent de faire un diagnostic, des délibérations dans les labos, et puis la définition compliquée de ce qu'on est prêt à faire collectivement, plus pour les plus âgés, moins pour les plus jeunes qui ont besoin de voyager pour leur carrière professionnelle, et contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas des émissions aujourd'hui et zéro demain, c'est comment on fait en sorte qu'on baisse de 2-4% chaque année. C'est ça, en gros, hein, l'ordre de grandeur pour tenir le cap de limiter le réchauffement à 1,5 degré ou 2 degrés. Mais chacun a sa part à jouer, chaque secteur d'activité a sa part à jouer. Et puis, troisième point, gros point de vigilance sur la notion de compensation et comment c'est utilisé. Ça va monter en puissance. Il y a plein de secteurs d'activité qui vont faire des recours à des marchés carbone pour afficher auprès des consommateurs une forme d'action. Et il y a un point de vigilance énorme pour les médias là-dessus. Il peut y avoir des enjeux de greenwashing ou des enjeux d'action néfaste, en fait. Plus les secteurs d'activité très émetteurs vont chercher des crédits carbone,
plus ça va pousser à des mauvaises solutions, pas les jolis projets bien faits, attentifs aux gens, à la biodiversité, mais des choses bon marché qui peuvent être extrêmement néfastes sur le terrain. Et donc pour moi, la compensation, enfin ce qu'on appelle compensation, n'a de sens que si, 1, on mesure, 2, on engage une action structurante pour une baisse d'émissions, et quand on n'y arrive pas, on contribue aux efforts des autres, sachant que souvent ces projets ne permettent pas d'enlever ce qu'on a mis dans l'atmosphère et de le stocker de manière durable, donc en réalité ne permettent pas de limiter les conséquences sur le changement climatique. Et là, il y a vraiment un point de vigilance très important. Un point de vigilance qu'on peut... Un point de vigilance qu'on peut faire rentrer dans votre actualité à vous, Laurent Berger, que vous pourriez appliquer, vous, à votre échelle? Bah oui, que tout le monde peut appliquer à son échelle. Mais vous voyez bien, le titre du débat, c'est « Fin du monde et fin du mois, comment on articule ?» Et moi, je suis tout à fait d'accord pour que la question du réchauffement climatique soit traitée de façon presque supérieure. Mais ça ne vaut que si on se préoccupe de ces implications à hauteur de femmes et d'hommes. C'est-à-dire que moi, je suis un syndicaliste. La question écologique, il y a 25 ans, 30 ans, elle était traitée déjà à la CVT, mais comme une question sociétale. Maintenant, c'est une question sociale, parce que ses conséquences sont énormes sur les travailleurs et les travailleuses. Et la façon dont ils sont impactés, d'une manière ou d'une autre, et on est dans l'actualité la plus immédiate, avec la question énergétique, eh bien, elle ne doit pas être considérée comme un point subalterne. Parce que si on le considère comme un point subalterne, ce qui nous arrivera, c'est ce qu'on a connu il y a 2-3 ans. Ça ne sera pas supporté. Enfin, moi, mon obsession aujourd'hui... Oui, bien sûr, mon obsession aujourd'hui, c'est que lorsque vous fermez une centrale à charbon, nous, on s'est positionné pour la fermeture des centrales à charbon, contre les centrales à charbon. On s'est positionné pour que les transports aériens intranationaux, eh bien, on ne puisse plus les faire, il n'y a plus de raison de les faire. Mais il faut aller, ça ne vaut que si vous y allez, vous allez devant les salariés d'Air France qui vont être impactés, que si vous allez devant les salariés de Renault, ce que je fais. Et ça, c'est ça qui donne de la valeur à la parole. Parce que sinon, vous êtes dans l'incantation, c'est bien gentil, mais une fois qu'on l'a décidé à quelque endroit que ce soit, et que personne va prendre son bâton de pèlerin pour expliquer les impacts que ça va avoir et l'investissement qu'il faut faire, parce que la transition écologique, elle nécessite des investissements colossaux, mais qui devront être accompagnés d'investissements sociaux colossaux également, pour que ça se fasse de la façon la plus juste possible, avec le moins d'impact. Et quand je dis le moins d'impact, c'est qu'il faut prendre conscience qu'il y aura des impacts. Et que ça, c'est facile, dans ma situation, ou dans certaines situations, c'est facile de considérer que, bah oui, mais si on veut décarboner l'économie, il va bien falloir en passer par là. Et je suis d'accord avec cette affirmation, mais je suis pour qu'on ne laisse pas de côté la question très concrète de la façon dont ça va être vécu à hauteur de femmes et d'hommes. Et notamment pour ceux qui sont les moins émetteurs parfois de carbone, mais qui sont les plus fragiles d'entre nous, qui sont les salariés les plus impactés par ces changements ou qui ont déjà du mal à boucler les fins de mois. Mais c'est ça qui manque au débat public, Laurent Berger, c'est-à-dire l'idée que ça ne sera forcément une transition douloureuse, qui passera par des sacrifices. Vous dites transition juste, mais avec impact. L'impact pour le salarié qui est là depuis 20 ans ou 30 ans dans la même usine et qui est obligé qui perd son emploi et qui est obligé de déménager, c'est un impact. Il y a quelque chose qui n'est pas neutre, qui, même avec tout l'accompagnement et toutes les mesures de reconversion possibles. Il y a même un mot qui incarne ça, c'est l'acceptabilité. On parle d'acceptabilité de ce genre de... Non, mais moi, d'abord, l'acceptabilité, ça voudrait dire que c'est que les ouvriers ou que certaines parties de la population qui n'auraient pas compris. Je pense que ceux qui n'ont pas compris, c'est ceux qui carbonent le plus, qui sont les plus riches et qui essayent de jouer le désistement. Donc, moi, je viens d'un milieu modeste et j'ai toujours considéré qu'on était tout aussi capable de comprendre que ceux qui viennent d'un milieu plus favorisé. Et encore favorisé, je ne sais même pas ce que ça veut dire dans ce domaine-là. Mais vous voyez ce que je veux dire, plus riche. Donc, ce n'est pas qu'une question d'accessibilité, c'est faire avec. C'est faire avec.
ce dont il est question, moi je peux vous assurer que j'ai vu des militants de la CFDT défendre dans l'automobile l'idée qu'effectivement il y aura des impacts, mais que ça peut être de façon plus juste parce qu'il y aura des financements qui seront mis pour aider à la reconversion, pour aider peut-être à des développements d'activités économiques beaucoup plus de proximité, etc. Et qu'ils ils devront en bénéficier. Et c'est de ça dont il s'agit. Et c'est pas essayer de faire de la pédagogie, qui est le grand mot à la mode. La pédagogie, ça voudrait dire que personne n'a compris. Quand vous êtes... Enfin, vous savez, nous, on avait sorti un livre qui s'appelait « Les dégâts du progrès » dans les années 70, qui montrait que la pollution, à l'époque, si on l'avait sorti, c'est que ça concernait d'abord ceux qui habitaient à côté des chantiers, etc. Hein. C'était ça la réalité. Donc, les salariés, les travailleurs, ils ont bien compris l'enjeu écologique. Ils disent juste, attendez, comment on va la financer ? Regardez, les Gilets jaunes, ce n'est pas forcément des gens qui ne voulaient pas de la transition écologique. Il y a eu beaucoup... on pourrait mettre beaucoup de nuances à ce que je viens d'affirmer, ça prendrait beaucoup de temps. Mais en tout cas, certains disent, et ils ont raison, qui doit financer en priorité ces monstrueux investissements, mais ces formidables investissements, on peut le dire comme ça aussi, qui doivent être faits sur la transition écologique. Ben moi, je le dis, cette question-là, elle imposera de se reposer la question de la répartition de la richesse dans notre pays, de la contribution de chacun à ce défi collectif qui est le nôtre, et que ça ne pourra pas, et c'est pour ça que tout est interconnecté, ça ne pourra pas se faire sans que les plus riches, je suis désolé de le dire comme ça, même si ça choque, certains n'arrêtent pas de nous critiquer sur ce sujet-là, mais contribuent davantage à ce formidable défi qui est devant nous et qu'on est loin d'être à la hauteur aujourd'hui pour le résoudre. Valérie Masson-Delmotte, vous voulez le mot de la fin avant qu'on passe la parole à la salle ? Oui, c'était pour mentionner que quand on parle des enjeux pour le climat, là, on s'est focalisé sur agir sur la cause, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a aussi l'enjeu d'agir sur les conséquences, c'est-à-dire vivre avec les changements inéluctables, s'y préparer, faire en sorte de limiter la casse, en fait, en analysant en quoi on est exposé, 2/3 des Français directement exposés aux aléas climatiques, et en quoi on est vulnérable. Et là, il y a un vrai déficit, y compris sur les stratégies d'adaptation, sur les délibérations, sur la construction de ces stratégies d'adaptation. Il y a un vrai manque en fait d'analyse de ces vulnérabilités, de sorte à pouvoir aussi avoir une dimension de transition juste, pas uniquement en agissant sur la cause, mais en anticipant et en agissant sur les conséquences. Et au fond, finalement, je pense que ce que vos différentes interventions soulignent, c'est que fondamentalement, ce n'est pas une question d'acceptabilité. C'est une question de vie démocratique, de processus délibératif, de rapports de force aussi dans la société. Et ces rapports de force, ils sont multiples. Ils sont entre l'aversion au changement et l'urgence à agir. Ils sont entre ceux qui bénéficient le plus du statu quo et puis ceux qui y sont le plus vulnérables, les plus jeunes aujourd'hui par rapport aux évolutions climatiques à long terme, ceux qui peuvent être le plus affectés par des politiques publiques pour baisser les émissions. Ce que je veux vraiment souligner, c'est l'importance de ces processus de vie démocratique sur l'enjeu portant sur les émissions de gaz à effet de serre, mais dans chaque endroit, en fait, dans chaque collectivité, sur les enjeux qui portent sur l'adaptation. Parce que si on n'anticipe pas, vous le savez, le changement climatique, il va exacerber les inégalités qui existent aujourd'hui. On va vous trouver anxiogène, Valérie. Merci pour cette conclusion qui n'en est pas vraiment une, puisque si vous avez des questions dans la salle, je vous propose de les offrir à nos invités. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher ? Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Lou Espargilière. Je suis rédacteur en chef d'un média qui s'appelle Vert.eco et qui est un quotidien en ligne généraliste de l'écologie. Et alors nous, on a parlé de la nouvelle audience de l'affaire du siècle qui se tenait aujourd'hui, comme vous l'avez dit, au tribunal administratif de Paris. J'ai pas ça du tout pour nous jeter des fleurs. Simplement, j'étais un petit peu inquiet quand j'entendais Monsieur Cohen dire oui, je rechigne à traiter des informations purement militantes. Alors je voudrais juste rappeler ce que c'est l'affaire du siècle. C'est une pétition portée par 4 ONG qui a obtenu 2,3 millions de signatures, c'est un record absolu en France, qui est parvenu à faire condamner l'État pour inaction climatique, ce qui est également du jamais vu. Et il me semble que vous ne rechignez pas à traiter l'actualité militante des partis politiques quand elle se présente. Non, mais je vous donne le point. J'ai été
J'ai été maladroit et pas... Non, effectivement, la décision de justice et la première action qui a été menée, si je me souviens bien, c'était il y a 1 an. C'était un peu plus, mais dans ces zones-là... C'était un peu plus 1 an et demi. Non, effectivement, ça mérite absolument qu'on en rende compte. Et Bon, très bien, c'était pas juste pour vous clouer au pilori que je prenais la parole. Non, en gros, vous avez également pointé du doigt un problème qui est que les journalistes ne sont pas assez formés sur ces enjeux-là. Et notamment, il y a un gros problème qui est celui des ordres de grandeur. Qu'est-ce que c'est trier ses mails versus voyager en avion et le bilan carbone des États-Unis. Bon, l'empreinte carbone, bilan carbone, pareil, c'est pas toujours évident de faire la différence parce que ça nécessite une formation. Et là, je m'adresse plutôt à Valérie Masson-Delmotte. Est-ce que finalement, c'est pas le rôle aujourd'hui d'institutions comme les vôtres, alors je parle Saclay, le CEA, mais aussi le CNRS et d'autres, de proposer des modules de formation et d'intervenir dans les médias pour faire en sorte que le plus grand nombre des journalistes aient une connaissance minimale de ces ordres de grandeur-là? Alors effectivement, les universités, elles ont des offres de formation. Et il y a un gros travail qui est fait pour justement renforcer toutes les offres de formation qui touchent aux enjeux de soutenabilité dans leur ensemble, hein, pas seulement le climat, mais aussi les enjeux de biodiversité. Et j'ai d'autres de mes collègues qui ont été auteurs du rapport du groupe 1 du GIEC, qui ont été impliqués dans une formation, si je ne me trompe pas, auprès d'un organisme de médias publics récemment. Et ce qui les a frappés, c'est que dans les participants à cette formation, donc un temps d'échange direct avec des scientifiques français qui ont rédigé ce rapport, il y a eu beaucoup de participants qui étaient des techniciens, des ingénieurs, des administratifs, mais quasiment pas de journalistes. Bonjour, je suis Juliette Noël et je suis là en tant qu'animatrice d'un atelier qui s'appelle la fresque du climat, que Valérie Masson-Delmotte connaît bien puisqu'elle en est la marraine. La fresque du climat, c'est un atelier pour comprendre les causes et les conséquences du changement climatique en simplement 3 heures. Ça évite de lire les près de 4000 pages du rapport du GIEC. Alors évidemment, il n'y a pas tout dedans. Et on est là aujourd'hui parce que, comme on l'a entendu dans les diverses tables rondes et notamment celle de tout à l'heure, Éric Valmière l'a dit très clairement, il y a une défaillance de la culture scientifique chez les journalistes en général, et une culture qui doit être infuse dans tous les services, et pas simplement les services environnementaux et les services dédiés au changement climatique, enfin les journalistes qui s'occupent de ça. Donc en fait, j'ai pas de questions, mais je veux dire qu'on est là et que si ça vous intéresse, eh bien, venez nous voir. Et moi, je peux dire que la CFDT utilise les fresques du climat pour la formation de ses militants. On fait ça régulièrement. C'est 3 heures, c'est pas si long que ça. Je vais même y passer, comme tout le monde, comme le maximum de militants CFDT. C'est assez formidable, je tiens à le dire. Hein, c'est pas du tout démagogique ce que je dis. On l'utilise et nos militants, c'est ce qui nous sert à former aussi ce qu'on appelle nos sentinelles vertes dans les entreprises. Et on utilise cet outil-là. Donc, ça peut être utilisé, y compris dans une rédaction. C'est juste 3 heures. En fait, je voulais justement aborder ce sujet-là parce que donc moi, je suis journaliste, Isabelle Borde, je suis journaliste à Ouest France. Et donc un journal populaire, comme beaucoup de la presse locale, on oublie que c'est un énorme vecteur d'information des gens de toutes conditions. Donc vraiment, ça me semble très important. On dit beaucoup, il y a 2 freins à mon avis pour que l'information passe. Il y a le niveau d'acceptabilité. J'étais à un festival Green River Valley en Normandie le week-end dernier où il y avait toute la jeunesse qui s'emparait des questions du climat. J'ai rencontré 3 associations, enfin la fresque du climat que je connaissais. Il y avait aussi Action climatique, je crois, et Résistance climatique. Action pour le climat et Résistance climatique. C'est des associations qui... Bien sûr que le climat, les moyens tout ça est très compliqué, sauf que les ordres de grandeur et les enjeux sont extrêmement simples, y compris et puis le fait que ce soit un phénomène physique, avec ce que veut dire le mot physique, ça dit qu'il y a un problème et après il n'y a pas d'idéologie là-dessus. Je veux dire, il n'y a pas à en faire un sujet idéologique. En revanche, il y a des ordres de grandeur à très bien comprendre. Une fois qu'on a expliqué des choses très simples, et encore une fois, ces 3 associations font un vrai boulot. Donc pour tous les journalistes qui n'ont pas le temps de se former, parce que ça ne dépend pas que d'eux, s'ils veulent faire une vraie formation, c'est une démarche individuelle. S'ils veulent une formation au sein de leur entreprise, c'est le plan de formation qui n'est pas négocié,
qui dépend donc des directions, et donc c'est extrêmement difficile d'y arriver. Mais franchement, ces 3 associations, si déjà vous vous mettez à ça, vous serez beaucoup plus avertis et beaucoup plus réactifs face aux mensonges éventuels. Parce que oui, ce que je voulais dire, c'est qu'à ce festival, il y avait quand même un débat avec un député et le public, et il expliquait, vous comprenez, ça dépend de l'acceptabilité des mesures. Mais on a bien compris que derrière le mot acceptabilité, on peut tout faire rentrer et justifier l'inertie totale et criminelle. Merci. Bonjour, je m'appelle Shaima Deb, je suis la rédactrice en chef du média naturascience.com, qui est un média en ligne qui est consacré au traitement des questions écologiques et climatiques. Et Madame Delmotte, je voulais vous poser une question qui rejoint un petit peu celle de mes confrères. La question de la formation des journalistes a été immensément abordée là au cours de ces deux dernières journées à Tours. Et vous parliez des débats qui ont été faits, notamment là à l'occasion de la primaire écologiste, et vous disiez qu'il y avait parfois un manque de réactivité de la part des journalistes quand il y avait des choses fausses ou pas tout à fait correctes qui étaient faites. Et par rapport à ça, vu qu'on a une élection présidentielle qui est imminente, qui arrive dans quelques mois, je voulais savoir comment faire. Là, il faut, pour traiter de ces sujets, il faut un temps de formation qui est quand même assez long. Et est-ce que, par exemple, vous pensez qu'il faudrait que les scientifiques prennent une part plus importante? Je ne sais pas, on parlait du fact-checking tout à l'heure. Est-ce qu'en fait, on pourrait imaginer que derrière ce fact-checking, il y ait un scientifique ou une scientifique comme vous, par exemple, qui soit là? Est-ce qu'il y a une pertinence? Alors, sur votre question, d'abord, je voudrais souligner qu'il y a besoin de plein de compétences multiples. Ce n'est pas une seule personne qui peut réussir à aborder cela. Et donner un exemple d'une initiative qui vient de la communauté scientifique, c'est un site de fact-checking sur les questions climat, plutôt dans le monde américain anglo-saxon, qui s'appelle Climate Feedback, qui avait été fait par, au départ, des scientifiques horrifiés de voir la désinformation, les médias américains sur cette question-là. Et se pose la question de qui pourrait avoir les ressources de faire quelque chose de similaire, aurait l'initiative d'aller solliciter des scientifiques, des spécialistes de ces aspects. C'est une discussion que d'ailleurs j'ai eue récemment avec certains collègues en sciences du climat, et on considère que ce n'est pas à nous de le faire, ce n'est pas à nous de le mettre en place, mais par contre beaucoup d'entre eux seraient prêts à contribuer si quelque chose de ce type est mis en place dans un cadre non partisan, bien sûr. Alors ça m'avait échappé, mais il y a un pupitre pour vos questions, donc si vous voulez vous y rendre, c'est là que ça se passe, avec 2 micros, parfait. Bonjour, je reviens au cœur du débat qui est fin de mois et fin du monde. La transformation des entreprises, qui est un peu le cœur du sujet, avec la transition écologique, elle peut se faire aussi au niveau des comités socio-économiques. Je voulais interpeller Laurent Berger sur les leviers qui existent. Il me semble que la CFDT a été un des aiguillons pour que la loi climat et résilience prennent en compte cette dimension environnementale désormais dans l'examen des projets qui sont présentés auprès des CSE. Est-ce que vous pouvez apporter des précisions, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai. Nous, on a poussé sur cette loi-là, avec le pacte du pouvoir de vie, sur plein d'éléments, mais en tant que CFDT, sur le rôle des CSE, des représentants du personnel, sur les projets de transformation qui pouvaient être faits. Toujours dans cette même logique qu'on ne fera pas contre, on ne fera pas de façon unilatérale, mais il faut faire avec une des parties constituantes d'une entreprise, que sont qu'elle travaille, et donc les travailleurs et travailleuses. Et il y a eu un élément dans la loi climat qui est qu'il y a consultation du CSE sur des éléments d'évolution de l'entreprise liés à la transition écologique. Il y a une consultation sur la stratégie de l'entreprise sur cette transition. C'est un premier pas. Ça veut dire que nous, c'est pas suffisant. On préférerait sur ce point-là, comme sur d'autres, un avis conforme du CSE pour une vraie co-gouvernance de l'entreprise. C'est un secret pour personne, mais c'est un premier pas. Mais ça implique maintenant qu'on forme
les représentants du personnel sur cette question-là. C'est toute la politique qu'on mène avec les sentinelles vertes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des représentants des salariés qui sont particulièrement formés, notamment à travers la fresque du climat, formés aux enjeux de transition écologique. Donc, mais il y a une avancée dans la loi climat là-dessus, elle est modeste, mais il y a une première accroche pour que ce soit un vrai objet de dialogue social. On n'en est pas encore là, mais au moins de concertation sociale dans les entreprises. Merci. Y a-t-il une autre question dans la salle? Oui. Monsieur, je vous laisse vous diriger vers le pupitre. Bonjour, moi je suis aussi journaliste, je travaille comme correspondant pour la presse nationale dans cette région. D'abord un constat, j'observe que des climato-sceptiques, il y en a encore beaucoup, qui s'expriment d'une façon un peu plus pernicieuse. Je pense notamment à l'émission de Pascal Praud, qui a fait quand même des siennes pendant un petit moment, et toujours, et ça, il a quand même une tribune par jour. L'autre aspect, c'est qu'il y a des thématiques qui sont abordées très timidement dans les rédactions. Je pense par exemple à la décroissance. On l'appelle comme on veut, on l'appelle la sobriété, comme Nicolas Hulot ou comme Laurent Berger, accompagné du partage, d'un meilleur partage. On l'appelle la mise en régime de Jean Covici, mais la question de la décroissance est jamais abordée. Jean Covici n'est pas décroissant et la sobriété, c'est pas la décroissance. Hein. Mais ah non. La mise au régime, je pense quand même que c'est moins d'émissions et donc moins de PIB, c'est de la décroissance. Je vous invite à regarder. Il y a un débat. En tout cas, vous ne pouvez pas dire que ce thème n'a pas été mis en avant ces dernières semaines à l'occasion de la primaire écolo. Absolument, mais sauf que je trouve que c'est passé un peu vite et qu'on ne parle jamais de la décroissance qui s'accompagne d'un meilleur partage des richesses. Et sur Pascal Praud ? Ah oui, non, tout à fait d'accord. Non, mais c'est vrai. Moi, je pensais à des quand je disais tout à l'heure à Valérie Masson-Delmotte qu'il n'y avait plus de climato-sceptiques sur les plateaux, je pensais à des gens qui se parent de leur autorité scientifique ou avec leur titre de professeur, même si c'est pas forcément leur spécialité, ce qui était le cas de Courtillot et d'Allègre, qui étaient des physiciens et qui n'étaient pas réellement des climatologues. Je pensais à cela, mais effectivement que des opinions climato-sceptiques prospèrent dans les cafés du commerce médiatique que sont l'émission que vous venez de citer. Oui, je l'ai entendu effectivement. Il fait froid et on nous dit que ça se réchauffe. Effectivement, j'ai entendu ça et oui, ça continue. Et autre exemple de thématiques qui sont passées à la trappe, la question de la 5G. La 5G, c'était où on était pour on était un Amish, où on était pour le progrès technique qui allait sauver le monde, en gros, en somme. Oui, moi je me souviens d'avoir fait des interviews où on débattait du réel bilan carbone de la 5G. Il y avait débat et c'était quelque chose de contesté. En tout cas, il y avait des divergences de vues sur cette question. Mais vous avez raison, ce sont des choses qu'on doit mettre en avant. Et peut-être sur les questions de... Quelle est la position de la CFDT sur les questions de... Pardon. Bien joué. Non, bien joué. J'avais pas compris que c'était vous qui animiez le débat. Donc. Sur la question de Patrick, allez-y. Sur la question de la croissance. Moi, je me méfie toujours des débats binaires. Alors, je sais que c'est agaçant, mais je me méfie. Moi, je pense que le vrai moment de bascule dans lequel on est, y compris parce que la crise sanitaire devrait nous permettre de nous interroger un peu sur ce qu'on veut faire ensemble, c'est la question des indicateurs. Et qu'un pays soit gouverné prioritairement par un seul indicateur qui serait le PIB, je trouve ça dangereux et je vois bien l'impasse dans laquelle ça nous mène. Est-ce que la question de la performance économique est une question anecdotique pour autant? Non. Mais ça doit s'accompagner des indicateurs sur la question de la santé, on a bien vu combien c'était important, sur la question de l'éducation, de la recherche et de l'innovation, de l'investissement dans la transition écologique, du respect de la biodiversité, etc. Et ce qui est questionné, c'est ce qu'on met dans le contenu de cette croissance
plus que la question de la décroissance de mon point de vue. Et donc oui, la sobriété, je suis d'accord, c'est autre chose que la simple décroissance, et que la question de la décroissance, il faudrait qu'on se méfie que ce ne soit pas simplement... Enfin, si c'est une mise au régime, si c'est plus de sobriété, ça ne veut pas dire qu'on arrête de manger quand on est au régime. Ça ne veut pas dire qu'on arrête d'essayer mais on fait un peu autrement. Et de mon point de vue, c'est cela dont il est question en termes de croissance, et que la croissance, c'est encore une fois pas simplement du développement économique, c'est le contenu de cette croissance en termes d'égalité, de progrès social, etc. C'est comme ça que moi j'ai envie de réfléchir les choses, à une seule condition, c'est qu'on soit capable de se doter, ce qui existe déjà, d'indicateurs. Je vous rappelle qu'il y a eu une loi qui s'appelait la loi Sas, qui fixait des indicateurs sur lesquels le Parlement, tous les ans, devait se positionner. Ça fait 3 ans que le Parlement ne s'est pas positionné sur ces indicateurs, qui sont à peu près ceux que je viens d'évoquer et d'autres, pour savoir si on était dans un progrès réel en fonction de ces indicateurs. Et moi, je crois qu'on a besoin, si on cherche le chemin, et je suis d'accord avec cette image, on a besoin de savoir quelle est la direction. Et la direction, elle est multiple avec ces indicateurs pour essayer de construire une société qui soit plus sobre d'un point de vue énergétique et écologique, mais qui soit aussi plus offensive sur la question sociale et la question du vivre ensemble de la société. Et on a besoin pour ça de se dire quels sont nos indicateurs. On a encore quelques minutes et je vois 2 questions qui arrivent au pupitre. Puis productrice de films documentaires. Merci Valérie Masson-Delmotte de nous avoir éclairés. Moi, je suis un petit peu comme mon collègue Lou, un peu inquiète quand j'entends les propos de Patrick Cohen, et notamment quand il dit « je ne crois pas à des médias zéro carbone ». Il me semble qu'on doit s'emparer de ce changement de paradigme aussi, nous, et il faut s'interroger, et je pensais que ça allait être le cas ce soir, sur le profond bouleversement que notre métier va connaître. On va peut-être plus partir en avion pour faire nos reportages, on va devoir travailler en réseau avec d'autres journalistes, on va peut-être se poser la question de l'infobésité, du fait de toujours... moi, je fais dans le visuel, donc de toujours faire de nouvelles images, alors qu'on en a peut-être des images existantes. Et je pensais vraiment que ça allait être le lieu de ce débat ce soir aussi, de s'interroger sur nous, notre secteur, qui doit être un exemple sur cette transition. Et franchement, quand Patrick Cohen vous dit non, non, j'y crois pas, zéro carbone, on n'a pas d'effort à faire, et alors que finalement, on doit respecter les accords de Paris. Et je ne vois pas pourquoi on le demanderait à Bouygues, qui fait du ciment, de respecter les accords, et que nous, on ne se l'applique pas à nous-mêmes. Enfin voilà. Donc Valérie, comment est-ce que vous pouvez nous aider à prendre conscience de ça, s'il vous plaît? Là, il faut laisser Patrick répondre. Pascal Praud, sur CNews, il fait une émission zéro carbone. Il n'y a aucun reportage, il n'y a aucun voyage en avion, il n'y a aucun déplacement, il y a des gens qui sont sur les plateaux. Et parfois, comme c'est les mêmes d'un jour à l'autre, ils ont zéro carbone. Ils ont juste le métro pour rentrer chez eux. Eh ben, c'est le contraire de ce à quoi je crois. Moi, je milite pour qu'il y ait plus d'informations, plus de reportages et plus d'enquêtes de terrain. Et ça, pardon, ça passe par un peu d'émissions de carbone. Donc, mais il faut réfléchir à comment on fait ça. Je suis d'accord avec vous, mais comment on le fait? Il faut réfléchir à la façon dont la presse se transforme. La presse se transforme en ce moment, l'audiovisuel se transforme, mais il ne se transforme pas dans le bon sens. Et moi, si je préside cette année le jury des assises du journalisme, c'est aussi parce que je milite pour le journalisme. Et le journalisme, c'est d'aller à la rencontre des gens et c'est de se déplacer. Et c'est de consommer un peu de carbone. Je ne crois pas que ce soit au centre des questions climatiques. Alors, il se trouve que moi, j'ai fait l'analyse carbone de mes reportages. Je l'ai fait. J'ai analysé, j'ai travaillé avec Workflowers pour essayer de comprendre ce qui coûtait le plus cher. Alors, il y a ma boîte de prod, qui est mal organisée au niveau de la passoire énergétique, donc on dépense beaucoup de chauffage. Il y a ma post-production. Il y a le fait que j'utilise du Google Drive, bien sûr, parce que voilà, on s'échange des fichiers, du WeTransfer, on s'échange des fichiers vidéo, ça crée du carbone. Et
le plus cher, voilà, c'est les transports. Donc nous, on a fait des reportages où on a essayé de limiter. Bien sûr, il y en a. Mais il y a quand même des questions à se poser. Et ces questions, il faut qu'on se les pose. Je ne vois pas pourquoi on demanderait toujours aux autres de se poser les questions. Non, j'ai pas dit qu'il fallait pas se poser ces questions. Et moi, je suis reporter de terrain, comme vous. Bien sûr, c'est mon métier. Mais quand même, et c'est pour ça que j'en appelle un peu à Valérie pour nous aider à comprendre quels arbitrages on peut faire. On n'a vraiment plus beaucoup de temps et il reste encore une question. Donc j'aimerais bien qu'on l'entende et puis peut-être qu'on pourra écouter la réponse de Valérie aux 2 questions. Bonsoir, ça va être une remarque toute simple. Je suis Anne-Cécile Bras, je suis journaliste à RFI, je m'occupe de C'est pas du vent, voilà, on se connaît bien avec Valérie, ça fait 12 ans que je fais des émissions sur l'environnement. J'ai des tonnes de trucs à dire, mais je vais poser une question toute simple. Quand est-ce qu'on va remplacer le journal de la bourse par des indicateurs du climat? Vous voyez, ça pourrait commencer par là, parce que le journal de la bourse, ça concerne qui? Ça concerne combien de personnes, le journal de la bourse? Les indicateurs de climat, on l'a dit aujourd'hui, ça concerne des millions de personnes. Ça serait un baromètre extrêmement intéressant. Pourquoi ça n'existe pas? C'est hyper simple à mettre en place dans les rédactions. Je suis pas sûre qu'il reste encore à l'antenne, par exemple, des radios nationales, un journal de la bourse comme on a pu le connaître il y a quelques années. Aussi, mais hormis sûr. BFM Business, où est-ce que vous l'entendez sur les radios nationales? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours partout. Non, sur France Info, il y a encore le journal de la bourse. C'est pas toujours et partout. C'est pas tout à fait. Ça a tendance à diminuer, mais c'est toujours extrêmement présent quand même. De remplacer l'un par l'autre est une idée. Valérie Masson-Delmotte, là-dessus? En fait, la seule remarque que je veux faire, c'est que c'est vous les spécialistes de votre domaine. Quelles sont les meilleures pratiques? Comment les rendre visibles? Comment les partager? Comment apprendre les uns des autres? Je pense que c'est ça, en fait, qui est nécessaire de mettre en place. C'est pas à attendre d'une climatologue physicienne, mais c'est entre vous. J'ai vu des exemples de médias dans d'autres pays où à chaque fois, il y a une communication sur les émissions de gaz à effet de serre associées, ou quand il y a un reportage sur des voyages, il y a une information sur les émissions de gaz à effet de serre associées. Je crois que Le Monde l'a fait il n'y a pas très longtemps, mais c'est assez marginal encore. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent aider en termes de transparence et en allant chercher les meilleures pratiques pour faire votre travail au mieux par rapport à votre éthique et en même temps contribuer à l'effort que chaque secteur devrait faire pour réduire les émissions. Et c'est faisable. Conclusion, la balle est dans notre camp. Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte, merci à vous Patrick Cohen et merci Laurent Berger.